La communication est essentielle au moment de déterminer les objectifs de la rencontre, de catégoriser pour agir et au moment de mettre en œuvre les actions appropriées. Un médecin qui manifeste la compétence communication facilite la relation médecin-patient et proche en vue d'établir avec ces derniers un véritable partenariat. Il suscite des échanges dynamiques d'informations avec l'ensemble des individus rencontrés dans l'exercice de ses fonctions. On regarde plus par rapport à la compétence communication et comment spécifiquement cette compétence de communication s'exerce dans ce moment-là de détermination des objectifs de la rencontre. Moi, je dirais peut-être l'expérience va avoir un impact lorsqu'on a un patient dont la communication non verbale est très importante. Parce que des fois, on va avoir un patient qui va dire « oui, oui, oui », mais on voit très bien dans le non-verbal que dans le fond, il pense « non, non, non ». Donc, si on va être capable de déterminer les bons objectifs, il faut bien entendre ce qui se dit verbalement, mais aussi ce qui se dit dans le non-verbal. Avec une personne qui est plus junior dans la profession, de bien cerner le non-verbal peut être plus difficile, je crois. Dans le même ordre d'idée, pour l'infirmière, en fait, il y a le patient. Nathalie en a parlé tout à l'heure au niveau du médecin, c'est la même chose. Le patient qui a de la difficulté à s'exprimer parce qu'il n'est pas capable de s'exprimer, parce qu'il est inconscient, parce qu'il a des problèmes cognitifs. À ce moment-là, c'est la famille qui va devenir la personne ressource pour prendre connaissance de la demande, pour comprendre justement les besoins de ce patient-là. Donc, la communication, à ce moment-là, se fait avec la famille ou un tiers qui connaît bien la personne. Et au niveau, vous disiez, au niveau des infirmières plus juniors peut-être, ce deuxième niveau-là de communication ou ce tiers-là dans la communication change un peu la façon d'aborder les choses, de poser les questions, d'aller chercher l'information. Donc, c'est un enjeu que peut-être une infirmière qui a plus d'expérience, plus expérimentée, a plus de facilité à faire, en fait. Nous sommes à cette étape importante que nous avons appelée catégoriser pour décider de l'action. Et puis, je vous propose que vous m'expliquiez un peu dans les domaines différents dans lesquels vous êtes, comment, en l'occurrence, la communication va être importante à cette étape-là. Donc, si on se rappelle un peu cette étape-là, c'est là que vous allez, la plupart du temps, questionner le patient, c'est là que vous allez infirmer, confirmer les hypothèses diagnostiques, c'est toute cette étape de traitement, de raffinement des hypothèses pour pouvoir arriver à une catégorisation. C'est aussi l'étape où vous allez faire un examen physique et mental en lien avec les hypothèses diagnostiques qui sont en train de rouler dans votre tête. Alors, dites-moi un peu comment vous voyez l'importance de la compétence communication à ce stade-là, à cette étape-là. Je pense qu'il y a un enjeu majeur de communication parce que pour pouvoir confirmer ou infirmer nos hypothèses, on est obligé d'aller chercher des données valables, valides. Et donc, on doit s'assurer que le patient nous comprend et que ce qu'on a compris, c'est bien ce que le patient voulait dire. Donc, par moment, il va falloir changer notre niveau de langage, parler plus simplement, des phrases peut-être plus courtes, un seul message par phrase, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important et si on veut arriver à des hypothèses qui tiennent la route, en fait. D'accord. Pour vous? Dans mon domaine de pratique, moi, je travaille en pratique rurale et j'ai à traiter des vaches laitières. Ce qui fait que, en médecine vétérinaire, comme le patient ne nous parle pas, en quelque sorte, il nous parle quand même. Parce qu'il faut développer un sens d'observation critique. C'est très important. Ça fait partie de la communication de ce que la vache nous livre comme message, en plus d'avoir la communication directe avec le client comme tel, et le producteur, et le propriétaire de son animal. Donc, les observations initiales à l'examen clinique, dans le but de pouvoir formuler des hypothèses éventuellement et décider d'une action, ça fait partie intégrante de notre anamnèse. L'observation de l'animal, de son comportement dans son environnement, parce qu'il est chez lui. Donc, on est en mesure de pouvoir vérifier
Si le producteur mentionne que la vache n'a pas mangé, je peux vérifier dans l'assiette directement dans la mangeoire de l'animal et comparer avec les voisines. S'il me dit qu'elle a des problèmes digestifs, je suis en mesure d'observer également ce qui se passe au niveau d'un de ses estomacs, donc du rumen, à savoir s'il est bien rempli ou s'il n'est pas bien rempli. Donc déjà dans l'étape de l'anamnèse qui se fait derrière l'animal, j'ai des observations importantes qui arrivent donc à mon cerveau et qui me préparent donc à préparer des hypothèses déjà avant même d'initier l'examen clinique de l'animal. Les observations font partie intégrante. Oui, je voudrais rajouter quelque chose, peut-être une difficulté que les juniors vont avoir, c'est que même avec un patient qui a de grandes difficultés de communication et qui communique très peu, parce qu'on a certains patients qui malheureusement vraiment n'ont plus beaucoup de mots pour exprimer ce qu'ils ont à exprimer, les juniors vont avoir tendance à ne pas communiquer avec ces patients finalement. Et je pense que l'expérience apprend que même chez ces patients-là, il y a moyen de communiquer. On va être beaucoup dans le non-verbal, clairement, mais cette communication va quand même nous permettre d'aller rechercher des indices, des données au questionnaire ou même à l'examen physique, sur lesquels on va vraiment pouvoir se fier pour poser un diagnostic ou en tout cas confirmer ou infirmer nos hypothèses de façon valide. Donc, je pense que c'est important de leur montrer que c'est très rare finalement, même avec des patients très hypothéqués, de ne pas pouvoir communiquer du tout. C'est comme si à un moment donné, il y a des fois un moment précieux dans cette étape de communication où là, il y a une information d'une valeur incroyable qui nous est donnée, qui nous est révélée par le patient grâce à cette qualité de communication-là. Et des fois, les juniors peuvent passer tout droit en étant justement tellement systématique, mécanique, de ne pas établir cette communication-là. Ouais. Oui, ce que vous êtes en train de dire, si je vous comprends bien, c'est à quel point justement cette étape, à quel point la communication va être importante pour cette étape-là, parce que communiquer avec le patient ou avec le client va vous aider justement à pouvoir catégoriser. Et c'est vrai que parfois, quand on regarde un petit peu en supervision comment les juniors fonctionnent, on a parfois l'impression que cette étape-là se fait surtout dans leur tête à eux par rapport à leur connaissance, plutôt que peut-être vraiment dans la relation avec le patient, ou en tout cas que ça, c'est un enjeu à cette étape-là. Vous êtes d'accord? On est dans l'étape mettre en œuvre les actions appropriées, donc les plans d'intervention, les plans d'action. J'aimerais qu'on discute maintenant de l'importance de la communication à cette étape-là. Quels sont les enjeux que vous voyez, vous, depuis votre perspective de clinicien expert, en termes de communication à cette étape? En fait, la communication, on en parle pour l'enseignement, pour la compréhension, tout ça, mais il faut aussi comprendre la perspective du patient à qui on enseigne vers l'objectif qu'on a choisi de façon commune, en fait. Alors, la communication de notre part, mais la communication aussi. Laisser parler la personne, lui laisser l'opportunité qu'elle nous explique comment elle vit cette situation, comment elle pense mettre en œuvre ce plan-là. Donc, c'est une communication qui est vraiment, c'est vraiment un échange, c'est vraiment une discussion là, qu'il faut qu'il soit installé pour que ça fonctionne. Ouais. J'ajouterais peut-être une petite chose par rapport à ça au niveau de la communication. Lorsqu'on parle d'un plan d'intervention, notamment, pour être une maman, puis avoir eu à un certain moment donné une jeune enfant qui était très malade, il faut comprendre aussi pour le professionnel, peu importe qui il est, la situation dans laquelle la communication se déroule. Et si la situation est telle que, dans ce cas-ci, le parent ou même le patient est très anxieux, même si dans les mots, le message passe, quand il va quitter l'hôpital ou le bureau, il peut se ramasser et dire « Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai aucune idée de ce qu'elle m'a dit. Très fréquent. Très fréquent. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là qui, oui, on a pu avoir très bien communiqué, on peut avoir l'impression que le patient a très bien entendu et compris ce qu'on voulait dire, mais ce qu'il a enregistré en bout de ligne peut être très différent. Je suis d'accord avec ce qui a été apporté, justement, parce que le fait de communiquer oralement un plan d'action, de s'assurer qu'il va être mis en œuvre uniquement que de le communiquer verbalement, dans mon cas, ça ne fonctionne pas toujours. Plus il est compliqué, plus il faudra donc utiliser la méthode de communication écrite. L'expliquer, l'enseigner
certaines étapes de ce plan-là et donner l'occasion au client de poser des questions en lien avec le plan qui était écrit pour s'assurer qu'avant de quitter, pour éviter justement que la personne se retrouve seule dans son étable, tout comme le patient qui se retrouve seul dans son véhicule avec qu'est-ce qu'il m'a dit, mais à ce moment-là, donne l'occasion de poser des questions en présence et par la suite d'ouvrir la possibilité de communiquer avec nous si jamais il y avait autre chose qui n'était pas clair dans le plan. Mais cette étape-là de communication orale et écrite, ça doit être combiné ensemble. Ça va être un plan qui va assurer justement un respect du plan.